Bonsoir à tous. Donc, nous sommes en direct pour la dernière session de la journée qui s'intitule Le monde d'après. Et alors, ce monde d'après, point d'interrogation. Pourquoi le monde d'après? Je me souviens, il y a un an, après le premier confinement, on s'interrogeait sur le monde d'après. Par rapport à il y a un an, il y a eu 2 autres confinements et aujourd'hui, on souhaite ne plus être confiné, mais cette question du monde d'après se pose vraiment parce qu'on n'arrive pas forcément tout à fait à reprendre les habitudes ou le monde ou la manière de travailler, ou en tout cas notre vie sociale peut-être plus généralement. Nous n'arrivons pas à exactement reprendre les habitudes d'avant. Donc cette question du monde d'après se pose. La session est organisée par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, qui est partenaire du Printemps de l'économie depuis plusieurs années, et qui a pour objet de soutenir des travaux d'études ou de recherche sur les sujets stratégiques ou en lien avec les métiers de la Caisse des dépôts. C'est dans ce cadre que nous avons des partenariats avec des think tanks et nous avons souhaité inviter pour parler du monde d'après les think tanks. Et nous avons donc à cette session 3 think tanks représentés par, j'indique donc Dominique Régnier, qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Sarah Proust, qui est experte auprès de la Fondation Jean Jaurès, et Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique. Donc nous allons démarrer cette session avec une première série d'interventions, mais que nous souhaitons relativement brève. Enfin, en tout cas, nous allons essayer de surtout garder du temps pour les échanges, à la fois entre nous, mais également avec vous qui êtes à la fois dans la salle ou en ligne. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions soit sur Twitter ou YouTube, avec le hashtag Printemps de l'écho. Donc, n'hésitez pas, je reçois les questions sur mon smartphone. Donc, nous allons démarrer, Dominique Régnier. Donc, le monde d'après, à quoi ressemble-t-il? Merci, en tout cas, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. Heureux de discuter avec vous ce soir sur la partie sur laquelle je propose quelques éléments de réflexion qui a trait à la dimension peut-être politique, une des dimensions politiques de ce qui nous arrive, de ce qui nous est arrivé. Je voudrais poser de façon liminaire la situation compliquée du monde démocratique antérieurement à la crise, sans développer ce point parce que ce n'est pas l'objet, mais le monde démocratique est depuis quelques années dans une sorte de zone de turbulence. On l'a vu dans différents pays. On a tous en tête les États-Unis, en particulier le 6 janvier 2020. Je ne vais pas faire la liste. Il y a vraiment des raisons. Le problème des plateformes qui a fait l'objet d'un débat ici même dans le cadre du Printemps de l'économie. Donc on a de nombreuses raisons de considérer comme recevable un diagnostic d'un monde démocratique en difficulté, peut-être en crise, et qui s'est retrouvé confronté à la pandémie. Mais ce sur quoi moi je voudrais insister, c'est juste ça, j'arrête là-dessus sur ce point, mais il y a d'abord, il y a déjà une crise du monde démocratique, et la pandémie va produire sur le monde démocratique, en tout cas pourrait produire sur le monde démocratique, des conséquences qui, d'une certaine manière, vont compter dans la suite. Elles seront peut-être, l'avenir est ouvert heureusement, elles seront peut-être de nature à aggraver la crise du monde démocratique, ou bien au contraire à régénérer, à aider en tout cas à régénérer ce monde démocratique confronté à des difficultés. Et ici, en prenant en compte donc le temps de la pandémie, ce qui nous est arrivé, il y a 2 dimensions qui me paraissent extrêmement importantes. La première, et je pense à un texte de Louis Althusser, qui est un texte, si je ne me trompe pas, de 1945-46, qui est paru dans la revue Esprit, qui est un grand texte sur la peur. Et le texte étudie la peur. À l'époque, c'est la peur d'une 3e guerre mondiale comme guerre nucléaire. Et Althusser nous explique que nous sommes dans la peur, une peur terrible à ce moment-là, nous sommes dans la peur, et que cette peur, comme toutes les peurs, elle nous saisit, elle nous étouffe, elle nous empêche de penser, elle nous empêche de savoir ce qui nous arrive. Et il qualifie la peur du terme que je trouve à la fois très beau et très, très fort, de prison sans barreaux. La peur, dit-il, est une prison sans barreaux. Et
ce qui me frappe, c'est que lorsque nous avons été confrontés à cette pandémie, on ne savait pas ce que c'était, etc. Vous vous souvenez de grands moments, et assez longs d'ailleurs, hein, d'ignorance forte sur ce qui nous arrivait, et qu'il y a eu comme réponse moi je comprends, j'ai pas d'idée, je ne suis pas expert, je comprends le confinement, oui, voilà, c'est une réponse, semble-t-il, elle a produit des effets plutôt efficaces, et je me dis, au fond, nous nous sommes retrouvés tous enfermés non seulement dans la peur, mais aussi réellement chez nous. Il y a eu une sorte de double enfermement qui a certainement pris nos esprits, qui nous a frappés. Je ne sais pas quel souvenir vous en avez. Moi, j'en ai ce souvenir d'être en quelque sorte comme tétanisé en me demandant ce qui nous arrivait, comment il fallait évaluer la situation, quelle était la nature de la crise, quelle pouvait être sa durée. Impossible de le savoir. Vraiment, c'est des sujets sur lesquels peu ont des vues un peu longues. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est cet étonnant lien entre le global, donc ça vient de Wuhan, le global, le monde qui s'empare de nous, qui nous agite. On sait qu'on est là-dedans, dans cette espèce d'océan globalisé, agité, et moins que le local, si je puis dire, le domicile. On s'est retrouvé par le global assigné à domicile. Ces deux dimensions sont aussi, je le crois, moi, très, très perturbantes. Et la suite de ce qui s'est passé, que nous connaissons tous par définition, nous sommes allés de la régulation très stricte de nos vies, parce qu'il fallait répondre à cette crise sanitaire, et que c'est comme ça qu'on traite les crises sanitaires, voilà, même si ce sont des techniques qui sont, par définition, inventées, aménagées, un peu bricolées, parce que tout ça, c'est tout à fait inédit. Mais nous sommes allés donc de stratégies de prévention en containment, avec le confinement obligatoire, avec l'autorisation de sortie limitée, etc., le port du masque, on se souvient de tout ça. Et puis la séquence de la vaccination de fait obligatoire qui a été quand même la réponse technique, scientifique, qui nous a permis de sortir du confinement et de reprendre une vie sinon normale, du moins approchante, mais avec la combinaison de cette stratégie vaccinale efficace, la combinaison avec le pass sanitaire et donc la question du contrôle et du traçage. Et ce qui me paraît, moi, être en relation avec ce qui nous est arrivé et qui va durer comme questionnement et la crise sanitaire, et je terminerai par cette interrogation, quitte à reprendre la parole ensuite si le temps nous est donné. Ce qui nous arrive, c'est qu'au fond, je retrouve en tout cas une interrogation qui court dans le monde démocratique antérieurement à la crise sanitaire, qui était notamment injectée par les crises terroristes, les séquences terroristes que nous avons eues, mais qui d'une manière générale est une espèce de réflexion dans l'esprit public qui circule dans le monde démocratique, autant de cette globalisation-là, parce qu'il y a de grands sujets, le climat, la sécurité, la pandémie, etc., on pourra en donner beaucoup d'autres, qui amènent notre monde démocratique à s'interroger sur la forme de régime la plus efficace pour gouverner les sociétés au XXIe siècle. Et il y a le début d'un doute qui est apparu, on le mesure dans l'opinion, avec cette idée que peut-être le modèle autoritaire, qui paraît effrayant, qu'il est d'ailleurs, à mon avis, le modèle autoritaire a des vertus d'efficacité que n'aurait plus le modèle démocratique. Et d'une certaine manière, c'est cette espèce de grand face-à-face avec la Chine principalement qui s'est mis en place, et cette sorte de démonstration d'efficacité supposée, autant qu'on peut savoir ce qui se passe en Chine en termes statistiques ou en termes de résultats, parce qu'évidemment, c'est un codicile important à la comparaison. On ne sait pas, ou pas très bien en réalité. Eh bien, malgré tout, il y a cette idée que, c'est d'ailleurs le discours officiel, explicite de Pékin et de Xi Jinping, nous sommes beaucoup plus démocratiques que vous dans le sens que nous lui donnons, puisque nous sommes davantage capables de protéger notre peuple, même si nous ne pratiquons pas les élections compétitives. Vous avez des élections compétitives, on peut débattre sans fin et se disputer à propos de tout, mais vous n'avez pas l'efficacité que nous avons. Cette
cette confrontation, elle paraît un peu caricaturale, elle est classique dans notre histoire depuis, on va dire, un siècle et demi, peut-être davantage si on prend d'autres formes politiques approchantes, mais je pense qu'elle s'est installée et que d'une certaine manière, il y a une petite musique qui va trotter dans la tête de beaucoup de citoyens dans le monde démocratique. Avons-nous le bon système pour faire face à ces surgissements périlleux qui peuplent ce monde globalisé? Sommes-nous dans le système le plus efficace? Et c'est une question à laquelle il va falloir répondre assez vite, montrer que nous avons l'efficacité dans un système fondé sur la délibération et le consentement à l'autorité pour ne pas voir s'éroder davantage le soutien à la démocratie. Merci beaucoup Dominique. Donc avec une entrée en matière sur le gouvernement en temps de crise, on pourra y revenir. Sarah Proust, donc là on a un sujet très important qui est celui du travail, puisque pendant le confinement nous avons continué à travailler, et donc on a eu cette extension, cette massification du télétravail, et qui finalement va rester en partie. Mais cela pose des questions d'organisation, cela pose des questions de partage des tâches, enfin, toute une série de questions auxquelles tout le monde est confronté donc, en ce moment, avec le retour du présentiel, mais avec aussi du télétravail en même temps. Quelles sont vos réflexions à ce sujet ? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que la question que je me suis posée, comme beaucoup d'autres au moment du premier confinement, c'est après 15 années de ce que j'ai appelé la fragmentation du travail, c'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, Internet nous permet de travailler de différents lieux. Puis après 18 mois de reconcentration du travail, mais à domicile, au fond, à quoi va servir le bureau? Est-ce que le bureau a un avenir? Est-ce que cette crise va faire que, après ces 15 années où on a pu expérimenter le travail dans différents lieux, et au fond, pour les salariés de bureau, puisque je parle uniquement des salariés de bureau, le fait d'être revenu dans un seul lieu, mais pas au bureau, est-ce que ça ne signifiait pas la fin de ce lieu, qui est un lieu qui existe en gros depuis 200 ans, tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors, évidemment, pour répondre à cette question, j'ai d'abord constaté qu'en France, il n'existait pas d'enquête sur le salariat de bureau. Il y a des dizaines et des dizaines d'enquêtes et d'études sur le travail, sur les salariés, mais pas spécifiquement sur les salariés de bureau. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant qu'on ne sache même pas combien il y a de salariés de bureau dans ce pays. Donc, on a mené une enquête avec la Fondation Jean Jaurès. Alors, c'est une enquête avec un panel, donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité de donner un chiffre réel, mais selon nos données, on aurait quasiment 18 millions de personnes qui travaillent dans un bureau en France. Ces 18 millions de personnes, si aujourd'hui leur lieu de travail est bouleversé, ce n'est pas tout à fait marginal quand on réfléchit aux nouvelles organisations du travail. Et la question sous-jacente à celle-ci, c'est de se dire, si on essaie de prendre des perspectives historiques et donc sur le devenir, c'est est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une deuxième révolution et donc d'une troisième étape dans l'organisation du travail, puisqu'au fond, pendant des siècles et des siècles, il y a eu une fusion entre le lieu de travail et le domicile. Le télétravail, en tout cas le travail à domicile ne date pas du premier confinement, puisque un commerçant vivait au-dessus de sa boutique, un paysan vivait autour de son champ. Bon, bref, donc on voit bien qu'il y avait cette fusion-là. Et comment cette dissociation s'est faite? D'abord, quand Napoléon a lancé la structuration de l'État avec des grands travaux, une codification importante du droit, et qu'il fallait pour cela avoir un certain nombre d'employés d'État, d'employés administratifs pour suivre ces grandes évolutions de l'État. Et donc ça a donné tout un tas de nouveaux métiers, notamment les fonctionnaires, et donc de pouvoir créer des lieux pour ça. Donc le bureau tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est vraiment le début du 19e siècle. Puis évidemment l'industrialisation avec les usines ont encore été une deuxième étape dans cette séparation entre là où on vit et là où on travaille. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le télétravail n'est pas un retour, effectivement, du travail à domicile? Alors, pas pour tout le monde et dans des circonstances évidemment différentes, mais c'est en tout cas intéressant de le penser, puisque le retour à la maison pour travailler n'est pas tout à fait neutre pour un certain nombre de catégories, et je vais y revenir. Peut-être d'abord se demander à quoi sert un bureau. Le bureau, en plus, c'est intéressant, c'est un terme polysémique parce que c'est à la fois le siège social de l'entreprise, c'est la pièce dans laquelle on travaille, c'est la table sur laquelle on travaille. Aujourd'hui, c'est même l'endroit où on entasse tous nos documents sur le bureau de l'ordinateur. Donc déjà, dans la polysémie de ce terme bureau, on se rend bien compte de toutes ces évolutions et de toutes ces capacités d'évolution. Moi, il me semble qu'au-delà de son histoire, le bureau a au moins deux grands avantages, et donc que le télétravail a lui-même, du coup, un certain nombre d'inconvénients relatifs.
Le premier, et je m'en suis rendu compte en réalité assez récemment, c'est que le bureau est plutôt un lieu égalitaire du travail, relativement égalitaire. Je sais bien que les grands patrons ont des bureaux aux plus grands étages et un peu plus grands que les secrétaires. C'est tout à fait exact. Ceci dit, quand on travaille dans le même lieu, on a à peu près accès aux mêmes outils, on a à peu près accès à la même restauration, on a à peu près accès à des choses qui sont en tout cas plus égalitaires que le télétravail, qui, parce qu'il s'appuie sur les conditions individuelles des gens, est très inégalitaire. Donc le fait de développer le télétravail rend une inégalité importante au moins sur deux dynamiques. Le fait que d'abord toutes les tâches ne sont pas télétravaillables et que au fond la façon dont on produit le travail, dont on effectue le travail est aujourd'hui liée à ces conditions individuelles. Donc on est là quand même sur une dynamique d'inégalité entre les salariés qui est très importante. Et le deuxième aspect sur le bureau, c'est que c'est aussi un lieu commun, pas seulement en termes d'égalité entre les salariés, mais c'est aussi là où les organisations publiques, privées, donnent corps à ce qui nous dépasse. Quand on travaille ensemble dans un lieu, on contribue ensemble à quelque chose. Et le fait de s'éloigner les uns les autres, ce n'est pas seulement un éloignement de la coproduction, ce n'est pas seulement un éloignement de nos collègues, c'est aussi un éloignement de ce lieu commun qui est un lieu de production de ce qui nous dépasse. Et pour avoir mené un certain nombre d'entretiens, plus d'une quarantaine d'entretiens avec des salariés en France et en Europe dans la période, ce qui est intéressant avec tous ceux qui télétravaillent beaucoup, c'est qu'ils me disent: moi, je n'ai pris aucune distance par rapport à mon travail, je suis toujours autant engagée, mais par contre, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à mon entreprise ou beaucoup de distance par rapport à mon administration. Et donc, on voit bien que ça interroge aussi le rôle aujourd'hui d'une direction, le rôle d'une organisation, d'une entreprise, d'une administration, de devenir attractive. J'en discutais avec un certain nombre de PME ce midi qui me disaient: nous, on n'a pas tellement de problèmes à faire revenir les gens au travail. En revanche, les grands groupes, ils ont beaucoup plus de difficultés à faire revenir les gens au travail. Donc, la question de l'attractivité du bureau, ce n'est pas seulement un lieu matériel dans la capacité à pouvoir offrir une imprimante qui fonctionne, un siège confortable. Je pense fondamentalement que le bureau est un lieu symbolique. C'est un lieu dans lequel on produit ensemble quelque chose. C'est un lieu dans lequel, effectivement, on se retrouve avec un enjeu qui nous dépasse. Et je pense que, pour terminer là et poursuivre les échanges, je pense que le défi qui est aujourd'hui celui des salariés, des entreprises et des organisations dans leur ensemble, c'est d'essayer de combiner, et je pense que c'est possible puisque les grandes périodes de crise nous permettent de réinterroger des modèles, de se dire au fond, est-ce qu'on peut utiliser, puisque les systèmes d'hybridation sont ceux qu'on voit le plus dans les organisations, en gros 2 jours de télétravail et 3 jours dans l'entreprise ou dans l'administration. Est-ce qu'on peut essayer de trouver un nouveau modèle qui ne soit pas le modèle avant Covid, qui ne sera évidemment pas le modèle de travail sous Covid, mais qui nous permettra de considérer que nous avons un lieu commun dans lequel nous avons une production importante à la fois individuelle et collective et qu'on peut bénéficier évidemment des aspects du télétravail. Juste un exemple pour penser à un nouveau modèle. Est-ce que le télétravail est forcément un travail à domicile ? Je pense qu'on peut à nouveau repenser une dissociation en considérant qu'on peut ne pas travailler dans son siège social, si c'est pour des raisons d'aspect pratique, mais que le télétravail n'est pas forcément associé à un travail à domicile. Et pour conclure, je vous donne un exemple qui se passe en Espagne, parce que je trouve très intéressant que ce pays qui avait très peu d'habitude de télétravail, moins de 4% de télétravailleurs avant la crise, quand la France était plutôt autour de 15%, du coup, il ne fonctionne pas du tout comme nous, on a l'habitude de le faire depuis quelques années. Il fonctionne en télétravail de manière collective et pas individuelle. C'est au sein des organisations, au sein des équipes, que toute une équipe passe en télétravail ou toute une équipe travaille ensemble. Parce qu'ils considèrent que le lien collectif est trop important pour pouvoir, au sein d'une équipe, faire la distinction entre ceux qui travaillent le lundi, ceux qui travaillent le mercredi, parce qu'au fond, on n'arrive plus à tenir ce qui fait sens dans une équipe. Et donc, ils sont en train d'organiser dans les organisations ce télétravail d'un point de vue collectif et stratégique et pas individuel et organisationnel tel que nous le faisons. Donc, je pense que cette crise nous permet aussi, par l'observation de ce qui se passe en Europe, de trouver peut-être la voie de prendre le meilleur des deux situations. Merci. Merci beaucoup. Géraud Guibert, la crise du Covid, la pandémie, est le signe d'une autre crise environnementale. Est-ce qu'on peut avancer cette idée-là ? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Oui, je voudrais réfléchir quelques minutes avec vous sur les caractéristiques de la crise et les conséquences qu'on peut en tirer. À mon avis, d'ailleurs, beaucoup de travail reste à faire sur ce sujet. Mon sentiment, je l'annonce tout de suite, c'est que nous sommes vraiment rentrés dans de nouveaux types de crises. Moi, j'appelle des crises globales. On pourrait en décliner d'ailleurs toutes les caractéristiques, je ne vais pas le faire devant vous ce soir. Évidemment, caractéristiques planétaires,
où pour être protégé, il faut que tout le monde soit protégé, mais qui rentre à chaque fois en contradiction avec d'autres éléments. Caractéristiques planétaires d'un côté, mais en même temps nécessité d'agir à tous les niveaux. Imprévisibilité de la crise, comme à mon avis à l'avenir, très difficulté de prévoir par exemple les crises climatiques, mais à l'inverse, nécessité absolue d'anticiper. Et donc, ça fait de nouvelles caractéristiques, et quand on se réfère, c'est le cas pour la crise du Covid, mais quand on se réfère, par exemple, aux problèmes climatiques, on voit à quel point ces caractéristiques sont présentes. Pour l'exemple de l'imprévisibilité, moi j'ai été très frappé de voir, vous l'avez peut-être vu cet été, un dôme de chaleur dans le nord du Canada, qui pouvait prévoir que ça ait lieu là, eu des inondations en Allemagne, qui n'avaient pas vu jamais d'inondation dans cet endroit. Donc il y a vraiment une imprévisibilité qui n'est pas simplement temporelle, qui est aussi géographique. Et de ce point de vue-là, c'est une interpellation extrêmement forte sur un certain nombre de sujets, y compris de sujets politiques publics que nous devons mener. J'en dis brièvement trois, il y en a évidemment quelques autres, mais j'en dis brièvement trois. Premièrement, toutes ces crises, vous le noterez, font appel, comme voiture-balai, à l'État. Et les crises climatiques, de la même façon. C'est l'État qui indemnise les catastrophes naturelles. C'est l'État qui a pris, les États qui ont pris en charge la crise du Covid, financièrement. Alors tout ça, ça va très bien quand tous les pays sont concernés à peu près de la même façon. Parce que vous aviez des banques centrales qui ont injecté de l'argent pour que le quoi qu'il en coûte puisse se tenir dans de bonnes conditions dans tous les pays. Mais d'abord, imaginons l'accumulation de crises de ce type. L'accumulation, par exemple, de crises climatiques. Et imaginons surtout que l'imprévisibilité géographique aboutisse à ce que ces crises climatiques soient assez mal dispersées. À ce moment-là, vous aurez des États en faillite. Parce que vous aurez des États qui n'auront pas cette aide de la politique monétaire tout à fait ouverte, puisque ça ne concernera que certains et pas d'autres. On le sait bien, par exemple, que tout ce qui a pu être fait au moment de la crise du Covid, en termes financiers et économiques, pour relancer, etc., n'a été fait que parce que tous les pays étaient touchés. À partir du moment où il n'y a que certains pays touchés, vous arrivez dans une zone économique qui est ingérable. C'est-à-dire vous avez des États qui tombent en faillite. La deuxième caractéristique des crises, c'est la logique de proximité qu'elles impliquent. C'est-à-dire qu'une des leçons des différentes crises, c'est que, y compris évidemment de la crise du Covid, c'est qu'il faut rapprocher les lieux de production, de consommation, il faut rapprocher l'ensemble des éléments pour diminuer les risques de la distance. Sauf que je pense que le débat politique sur ce plan-là mérite d'être absolument précis et aujourd'hui n'est pas du tout mené parce que est-ce que proximité, ça veut dire fermeture? Et de ce point de vue-là, il y a une espèce de confusion assez générale en disant la proximité, on se replie sur son jardin. C'est d'ailleurs comme ça que la crise du Covid a été gérée. Chacun s'est replié sur sa maison, sur son jardin, et donc a été synonyme très largement de fermeture aux autres. Est-ce que dans l'avenir, nous voulons une société où la proximité nécessaire veuille dire fermeture? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut radicalement distinguer ces deux notions, mais reconnaissons que pour un certain nombre d'éléments de politique publique, ces deux notions peuvent converger dans un certain nombre de domaines. Le troisième exemple que je voulais prendre, qui est un exemple plus classique, mais qui est encore d'autant plus important, c'est évidemment l'exemple de la régulation internationale. Géraud, le micro là. Pardon. C'est évidemment l'exemple de la régulation internationale. C'était déjà commencé, et Dominique a eu raison de le dire, la crise est un symptôme de choses qui avaient déjà commencé avant, très largement, et ces deux premières choses d'ailleurs le montrent. Cette troisième encore plus, la nécessité d'une régulation internationale sur un certain nombre de sujets. Régulation internationale extrêmement difficile, on le sait bien. Imaginez qu'il y ait eu une vraie régulation internationale de la santé dans le monde. On n'aurait pas eu sans doute le comportement chinois, qui quand même au départ a été un élément déclencheur de l'ensemble de la crise tout à fait important. Mais en même temps, il y a une contradiction potentielle entre vouloir adopter plein de règles au niveau international et y compris un système démocratique où
chaque démocratie, chaque peuple décide de son avenir et de ses options. Plus vous aurez des éléments de régulation internationale absolument nécessaires, plus vous risquez, je ne dis pas que c'est une fatalité, plus vous risquez d'avoir des éléments de perte de démocratie, en tout cas un sentiment de perte de démocratie, parce qu'un certain nombre de citoyens peuvent avoir l'impression que les décisions sont déjà prises. Et finalement, le problème européen est un peu celui-là. C'est absolument indispensable d'avoir une régulation européenne. La construction européenne est une excellente chose. Ça peut donner l'impression à un certain nombre de citoyens que tout étant décidé, finalement, la démocratie française a beaucoup moins d'importance qu'elle n'en avait auparavant et qu'elle ne devrait en avoir. Et donc, on voit bien que sur ces trois éléments, il est absolument indispensable d'avoir un débat public sur ces sujets. Et de ce point de vue-là, je terminerai par là, franchement, je pense malheureusement que le débat public qui s'amorce aujourd'hui, y compris dans des échéances électorales importantes, me paraît bien faible. Et je prends un seul exemple qui, moi, me frappe en termes de politique climatique. Aujourd'hui, le débat public en matière climatique se résume au nucléaire. Mais comparez le débat public en France, je ne dis pas que le nucléaire n'est pas une question importante, il faut évidemment la traiter, mais comparez le débat public en France avec le débat public qu'il y a eu en Allemagne il y a quelques mois, il y a quelques semaines, sur les problèmes climatiques. Et vous verrez bien qu'il y a vraiment aujourd'hui, dans notre pays, encore plus accentué qu'ailleurs, un problème de contenu du débat public pour poser les vraies questions. Ces trois questions en font partie, d'autres en font partie aussi. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort. Les think tanks essayent de les faire, mais on a un poids modeste. Pour que les vraies questions soient posées, on pourra en discuter dans la suite de la discussion, y compris sur le climat et l'environnement. Merci infiniment. Je vois qu'on a démarré très fort avec un cadre d'analyse qui peut d'ailleurs aussi un peu inquiéter. Il y a peut-être d'autres choses que je voudrais qu'on discute de manière un peu plus précise. C'est un peu les impacts sociaux, parce que là, on a fait un peu un tour général, mais revenir à la fois sur les impacts sociaux et revenir sur les questions de rapport au territoire également, puisque c'est à la fois ce qui a été évoqué sur l'ancrage local et la nécessité effectivement de réancrer notamment l'économie sur des territoires locaux, mais ça aussi, j'imagine, ça va avoir des conséquences en termes géopolitiques. Donc je voudrais qu'on revienne un peu sur ces deux sujets, un peu dans l'ordre que vous le souhaitez. Dominique, tu peux réagir ? Oui. Peut-être que tu as aussi des réactions par rapport aux autres interventions. Oui. J'avais une question pour Sarah Proust sur ce qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant sur le télétravail, le travail chez soi. Peut-être que c'est dans vos recherches la situation dans laquelle ça place les personnes, les salariés qui sont chez eux face à la fragilité des systèmes numériques, aux problèmes de panne, aux problèmes de bugs. Qui sont, quand on est dans une structure, même modeste, on a quand même une forme d'expertise. Comment ça prend place. Ça peut dissuader, alors que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait régler aussi. Moi, je fais une remarque additive à l'invitation d'Isabelle sur le fait que on a vu un autre phénomène s'accentuer pendant cette crise pandémique et surtout le moment du confinement. On a vu s'accentuer un phénomène qu'on avait déjà étudié, d'ailleurs, la Caisse des dépôts avait consacré une série de séminaires à la question des métropoles, des villes moyennes et du rural. Et à cette occasion, on avait ensemble, avec d'autres think tanks, notamment Jean Jaurès et Terra Nova, on avait ensemble constaté qu'il y avait une sorte un processus de démétropolisation sur lequel on a déjà beaucoup dit les uns et les autres. La démétropolisation, on quitte la métropole pour aller vers des villes moyennes ou même des petites villes. Et l'idée est quand même aussi d'avoir son lieu, sa maison, d'être un peu à l'écart, un peu à l'abri. Il me semble que c'est un phénomène important. Alors, il est antérieur à la crise, il a été accéléré par la crise. Deux mots pour ne pas être trop long là-dessus. Il me semble que c'est un phénomène important parce que j'y vois derrière, moi, la possibilité pour beaucoup d'entre nous
de se mettre un peu à l'écart de la globalisation. La métropole étant le point qui clipse nos vies le plus intimement à la globalisation, son rythme, ses difficultés, ses paradoxes, ses tensions, et la mise à l'écart, même géographique, dans les villes moyennes, les petites villes, et pour ceux qui le peuvent, dans des résidences secondaires dans le rural, c'est une espèce de repos, de pause ou d'atténuation des effets de la globalisation. Je pense qu'il y a aussi un rapport à la globalisation, mais en ce qu'il était question là d'éviter de revivre un confinement pénible, il y a une accélération du phénomène et une des conséquences qui est aujourd'hui, que tu connais très bien, j'en suis sûr, et qui est un grand sujet maintenant, moi, qui me paraît un sujet majeur, c'est les effets d'éviction des locaux, en fait. Parce qu'il y a toute une stratégie d'achat de maisons pour se mettre à l'abri d'une future pandémie, enfin d'un futur confinement pénible, ou bien parce qu'on se dit qu'il faut davantage prendre le temps et être plus loin, voire aller loin et télétravailler. Et donc, il y a toute une série de comportements d'achat, résidence secondaire ou bien une des résidences principales qui se déplacent. Ça a des effets sur le prix de l'immobilier qui évincent ceux qui sont localement installés et qui ne peuvent plus, ou beaucoup moins, accéder à des lieux de vie, à des propriétés, ou même d'ailleurs les effets sur le loyer qu'ils envisageaient. Et donc ça crée des tensions qui me paraissent s'inscrire dans la durée, compte tenu, alors là je pose ça parce que c'est vraiment une tension paradoxale entre des sujets que nous considérons également comme importants, mais compte tenu de la décision de réduire drastiquement l'artificialisation des sols et donc de limiter de manière extrêmement forte la construction des logements, on a une tension sur ces sujets-là qui devraient, me semble-t-il, maintenant et dans les années qui viennent, être un des ressorts de contentieux politiques, au fond, et qui appelleront un arbitrage. Et encore une fois, on comprend bien la préoccupation face à l'artificialisation des sols, mais de l'autre côté, il y a la dimension sociale, qui est l'accès au logement, un logement de qualité et si possible pas hors de prix. Sarah Proust. On fait un deuxième tour et puis après on terminera sur la question de l'écologie. Sur la question territoriale, en l'occurrence, c'est la même conséquence de deux approches effectivement globales ou sur le travail, donc j'y reviendrai pas. En revanche, deux éléments. D'abord, sur la fragilité, je pense qu'il y a une double fragilité. Il y a à la fois une fragilité des systèmes pour l'organisation, parce que plus on travaille de lieux différents, avec des outils différents qui ne sont pas toujours reliés, d'ailleurs, au système de l'entreprise, parce que parfois, par simplicité, on passe par WhatsApp, on passe par autre chose. Et donc, les organisations sont aujourd'hui fragilisées face aux risques cyber à cause du télétravail. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de se rééquiper sur le sujet et en se rééquipant se pose la question qui rejoint la question sociale, qui est de dire au fond, cette hyperconnexion, il y a deux enjeux. Il y a à la fois l'hyperconnexion, puisqu'on l'a tous vécu, on a quand même passé beaucoup de temps sur ces outils-là, et aussi une forme d'invisibilisation des salariés, parce qu'à force d'être loin de son lieu de travail et toujours derrière un écran et pas toujours en capacité de parler en réunion, on a quand même une tendance à s'invisibiliser. L'autre fragilité pour les salariés, c'est quand même la difficulté de pouvoir régler ces sujets liés au numérique et donc d'être très isolé. Donc l'isolement des cadres et l'isolement des salariés a été très fort. Et peut-être pour terminer sur l'enjeu social, l'impact social, je donne juste un exemple qui permet de comprendre, de prendre la mesure de ce que le télétravail en fait draine avec lui ou derrière lui. La question que je pose souvent dans les entreprises avec lesquelles je travaille ou d'entreprises que j'ai interrogées, je leur dis au fond une tâche qui est totalement télétravaillable. Est-ce qu'un jour elle ne sera pas totalement externalisable et donc totalement externalisée ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise peut prendre le risque de devenir un lieu de segmentation sociale alors qu'il l'était un peu moins qu'il ne peut le devenir. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'au fond, les fonctions support, telles que les fonctions d'assistance, les fonctions de secrétariat, dont on pensait qu'elles n'étaient absolument pas télétravaillables, l'ont été. Et donc, à force de travailler loin, à quoi ça sert de garder ce lien salarial, organique, juridique avec une personne alors qu'on peut externaliser sa fonction ? Que les cadres intermédiaires, les salariés peuvent bénéficier beaucoup du télétravail parce qu'ils ont un salaire un peu moindre et du coup pouvoir quand même bénéficier du fait de pouvoir moins venir au bureau parce que gagnant en temps de travail, et le bureau deviendrait le lieu des chefs.
le lieu de la stratégie, le lieu de la direction. Donc, je ne dis pas que c'est un risque aujourd'hui, mais ce qu'on voit quand même dans les organisations, c'est que ce risque social existe et que n'étant pas pensé, il ne peut pas être régulé. Et je pense qu'on a, en gros, la rentabilité du mètre carré et en tout cas le coût social de cette externalisation possible est plus fort, à mon sens, que le prix du mètre carré. Or, aujourd'hui, on pense beaucoup les espaces de travail au regard, et je le comprends, d'une rentabilité de mètre carré, mais je pense que ça amène des impacts importants. Donc, on voit bien que le télétravail a aussi cet impact social-là, de créer à la fois une distorsion et une inégalité entre les salariés sur la fonction télétravaillable, mais aussi sur le fait qu'au fond, si on peut travailler très loin, on peut aussi travailler loin d'une organisation et donc loin de son lien organique avec elle. Merci beaucoup. Non, je voudrais dire un mot sur les inégalités, parce que, évidemment, comme dans toute crise, la crise du Covid a entraîné à la fois une révélation d'un certain nombre d'inégalités qui ont été mises à jour et une aggravation de certaines inégalités. On le sait bien dans le domaine social, on sait bien qu'il y a toute une catégorie de la population qui ne peut pas télétravailler, etc., et une partie de la population qui a eu du mal à boucler ses fins de mois. Et sur le plan territorial, idem. On voit bien qu'il y a des très grandes inégalités entre les endroits dans la façon dont le confinement a été géré. Et ce que je trouve intéressant dans la réflexion qu'il faut mener, c'est que ceci est intervenu malgré des dispositifs publics massifs. Et donc, on peut quand même s'interroger pour savoir si, et je pense que la question mérite d'être reprise, si l'intervention de mécanismes publics de redistribution est vraiment la meilleure solution pour régler un certain nombre d'inégalités de situation. Et s'il n'y a pas des choses à prendre plus en amont, pour permettre aux gens d'avoir une vie différente, et de pouvoir surmonter ce type de crise de façon sans aggravation des inégalités. Je prends l'exemple d'un certain nombre de professions qui ont continué à travailler malgré les risques, etc. Je pense que notre société doit quand même réfléchir, elle a commencé à le faire, mais une réflexion doit aller beaucoup plus loin sur la nécessité de revaloriser le salaire de ces professions. Parce qu'il est quand même tout à fait anormal que l'inégalité de situation dans ce genre de crise, où vous ne pouvez pas télétravailler, s'accompagne du maintien d'une inégalité très forte en matière salariale. C'est d'ailleurs d'autant plus indispensable que dans un certain nombre de secteurs, les entreprises n'arrivent pas à recruter. Et donc, si on ne le fait pas, de toute façon, c'est une exigence économique. Bon. Mais je pense qu'il y a vraiment nécessité de se sortir de l'idée que c'est simplement par des mécanismes de redistribution publique qu'on va arriver à régler ce type de problème et d'essayer de voir s'il n'y a pas des mécanismes plus intelligents, plus imaginatifs, plus directement au contact de la vie quotidienne des gens et qui permettent de régler ça de meilleure façon. Merci beaucoup. Alors, je regarde sur mon smartphone si j'ai des questions, je n'en ai pas. Si vous avez des questions dans la salle, surtout n'hésitez pas à le faire savoir. J'aimerais qu'on fasse un troisième round d'intervention sur la question écologique, parce qu'on se dit que le Covid, c'est en partie d'abord un problème écologique, hein, une pandémie de ce type, malheureusement, risque de ne pas être unique et peut revenir. Donc, on a été face à une réaction, enfin, à devoir s'organiser face à la crise de la pandémie, et probablement qu'on aura d'autres occasions climatiques ou pandémiques pour répondre. Enfin, on devra le refaire. Quels enseignements on doit tirer de ce que nous avons vécu sur les 18 derniers mois par rapport à des possibles crises climatiques à venir? Qui veut... Géraud, tu veux démarrer? Il y a beaucoup d'enseignements. J'ai commencé à en tirer quelques-uns, mais il y a évidemment beaucoup d'enseignements à tirer. Je dirais le premier enseignement, même si on est toujours incertain sur l'origine de la crise, le premier enseignement, c'est quand même la politique à mener en matière de biodiversité. Parce qu'on le sait bien que la perte de biodiversité de nos sociétés, en tout cas, joue potentiellement un facteur transmissif du fait du rapprochement avec, d'abord de perte d'un certain nombre d'écosystèmes sauvages et puis du rapprochement avec des
des élevages, etc. Et que donc la transmission de ce type de virus est beaucoup plus facile. Donc il y a tout un élément de politique à mener en matière de biodiversité qui est essentiel et qui là aussi ne fait que débuter et qui devra prendre beaucoup d'ampleur à l'avenir. Au-delà de ça, moi je pense que est clairement posé par cette crise le problème, et presque à tous les niveaux, le problème du rapport à la nature. Ce n'est pas tout à fait un hasard si les gens se sont précipités pour faire leur jardin. C'est quand même qu'il y a dans nos sociétés un problème de rapport à la nature qui devient de plus en plus prégnant. Alors, quel type de nature ensuite, on peut en discuter, mais il y a quand même là une réalité évidente et qui fait que je pense que la sensibilité à ces sujets de nature, d'environnement, ne peut que croître dans la société, et qu'en tout cas, le mode de développement que nous avons eu jusqu'à présent, il faut bien dire, on ne s'en occupait pas beaucoup, va croître de manière très forte. Et je pense par exemple que l'aménagement du territoire, que personne ne débat d'ailleurs, l'aménagement du territoire, alors que c'était un grand sujet il y a 20 ans ou 30 ans, personne ne débat de l'aménagement du territoire. Or, il y a quand même des régions assez vides dans notre pays. Il y a quand même, je ne sais pas, mais il y a quand même des régions qui sont extrêmement denses, des régions assez vides. Bon, il y a quand même un étalement urbain qui... On vient de sortir une note sur l'étalement urbain qui montre à quel point, là, en effet, la politique de l'habitat joue un rôle, mais il n'est pas fatal que la politique de l'habitat aboutisse à un étalement urbain avec des petits pavillons et des grands jardins un peu partout. Et donc, il y a vraiment nécessité de repenser un certain nombre d'éléments de mode de développement en fonction de l'aspiration de nos concitoyens au rapport à la nature. C'est d'ailleurs la clé de la lutte contre le changement climatique à un moment donné. C'est comme ça que c'est par ça qu'on arrivera à régler le changement climatique, notamment, pas uniquement avec ça. Merci beaucoup. Juste souligner un point important. La crise Covid-19 n'a rien à voir avec la biodiversité. La thèse qui aujourd'hui est reconnue comme étant l'explication, c'est un problème de laboratoire. C'est soit... Ah ben là, c'est quand même... Ça, c'est quand même maintenant établi. Hein. On a du mal parce que les Chinois détruisent les informations ou empêchent d'examiner ce qui est déjà en soi en quelque sorte une indication. Il y a des liens compliqués avec les équipes américaines parce qu'il y a eu des expériences, maintenant c'est connu, c'est documenté, ça, qui ont été menées sur le coronavirus en question. Mais la thèse de l'origine animale est totalement écartée. Hein. Donc moi, je ne me retrouve pas dans cette idée d'une origine animale du Covid, hein, qui est partie tout de suite d'ailleurs comme idée, mais qui n'a pas été du tout retenue. Honnêtement, je ne crois pas, Dominique, je ne crois pas que ça a été démontré. Je crois que la mission qui d'ailleurs a été en Chine n'a pas conclu. Ah, mais la mission en Chine n'a pas Elle n'a pas conclu conclure. parce qu'elle n'avait pas les moyens de conclure, mais il reste une incertitude et ça reste un élément discuté par les scientifiques. J'ai encore lu des papiers. Ah si, je t'assure. Hein. Oui. Ça reste un élément discuté par les scientifiques de savoir si c'est un virus en laboratoire, en effet, ou si c'est un virus qui s'est transmis sur place. Voilà. Donc, et même d'ailleurs, si c'était un virus de laboratoire, sa vitesse de transmission veut bien dire qu'il y a quand même un sujet de... oui, voilà, mais justement, là-dessus, si vous avez regardé les travaux du New York Times... Moi, je suis la crise depuis novembre 2019, sur cette pneumonie qui n'avait pas de nom au départ. Et vous regardez les travaux qu'a fait le New York Times, qui sont remarquables, sur la façon dont, je suis désolé d'insister là-dessus, le gouvernement chinois a laissé filer des avions qui sont partis de Wuhan. Et vous avez, c'est tout à fait documenté, vous avez les trajets, et vous voyez que ça va à Milan, qui a été une source importante de la contamination. C'est très largement... par l'interconnexion et l'aéronautique, et parce que ça n'a pas été fermé dans ce sens-là, et que peut-être on n'a pas été assez vigilant dans l'autre sens. En tout cas, vous avez bien un tracé, les visualisations sont tout à fait spectaculaires, où vous voyez pendant plusieurs jours
des dizaines de milliers de personnes qui quittent la Chine sans aucune difficulté. On les laisse partir de toute façon et ils arrivent partout où ils vont disséminer le virus. La vitesse, elle est liée à ça. Il y a un problème majeur en Chine, tu le sais, il y a un problème majeur en Chine de transmission des virus. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et ce problème est largement dû, et ça je crois que les scientifiques sont d'accord, en règle générale, ce problème est largement dû à la politique chinoise en matière de biodiversité, qui néglige totalement cet aspect des choses, et qui fait que les modes de transmission, les possibilités de transmission par les élevages, par les animaux sauvages sur les marchés, etc., est beaucoup plus facile que dans les pays occidentaux. Je crois que ça, c'est tout à fait reconnu sur le plan scientifique. Alors, enfin, sauf si tu me montres un papier contraire, mais dans mon esprit, il n'y a pas aujourd'hui de papier scientifique qui assure que c'était un virus issu du laboratoire. En tout cas, là où tu as raison, c'est que c'est une dynamique d'ensemble. Et que le problème de la biodiversité, d'ailleurs, c'est un problème d'ensemble. Et c'est un problème, en effet, de mondialisation d'ensemble qui fait qu'il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui aboutissent à des impacts tout à fait importants. Je rappelle que la mission qui a été nommée pour expertiser le rôle du laboratoire de Wuhan dans cette affaire a protesté contre les obstacles mis par le gouvernement chinois et l'impossibilité qu'il y avait d'accéder aux données. Vous savez qu'il existe un réseau international, d'ailleurs qui est parti de France, un réseau international d'internautes qui ont agrégé des données qu'ils ont réussi à attraper et qui ont constitué une base à partir de laquelle a été mise en place cette expertise internationale. Ils n'ont pas pu travailler. Donc c'est difficile de dire effectivement quel est le rapport qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas pu travailler. Non, mais d'une phrase, quelle que soit l'origine du Covid, on sait quand même que flinguer la biodiversité, de toute façon, n'amènera pas autre chose potentiellement que d'autres épidémies, d'autres pandémies, et que, effectivement, quelle que soit l'origine de celle-ci, en tout cas, la question biodiversitaire reste quand même un enjeu majeur là aujourd'hui. Et ce qui me semble intéressant sur la question climatique, et pour faire le lien avec la crise et le devenir, ce qui m'a frappé pendant la crise, c'est de constater à quel point l'interdépendance dont on parle très souvent depuis des années, se logeait dans des choses aussi quotidiennes que le paracétamol fait ailleurs, que la fabrication des masques fait ailleurs, et qu'au fond, je pense que ça doit quand même nous faire changer un tout petit peu de regard sur la responsabilité, non pas seulement de ce qui s'est passé ces dernières années, mais sur la responsabilité de l'action aujourd'hui, de pas seulement demander aux individus de pouvoir avoir des gestes plus vertueux, ils doivent l'avoir, pas seulement aux États de voter les lois qu'il faut voter au bon moment, il faut le faire, mais également aux entreprises de réfléchir et de modifier leur modèle de production. Et je le dis en travaillant avec des entreprises aussi pour ça, et beaucoup sont tout à fait volontaires pour le faire, mais manquent parfois un peu d'outils, un peu d'innovation. Donc je pense aussi que cette crise nous a appris à penser chacun à sa place, et que chacun à sa place doit avoir une contribution importante. Et les dernières campagnes de communication sur la survalorisation du petit geste du quotidien de l'individu, un peu fatigué, parce que je pense quand même que dans la période, constater que les entreprises ont aussi un rôle à jouer et que les lois doivent quand même aller un peu plus loin, c'est aussi un enseignement, à mon avis, important de la période. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Alors là, je vois 2 mains, 3 mains. On va peut-être 4. Donc on va prendre 4 questions. On va prendre un groupe de questions. Oui, moi je voulais poser une question qui fait un peu le lien entre ce qu'avait dit Sarah Proust et ce qu'a dit Géraud. J'ai oublié votre nom. Bien. Et je voulais faire. Enlevez votre masque pour la question. Ouais. Donc en fait, il y a pas mal de travaux qui commencent à montrer l'impact que pourrait avoir le télétravail sur l'impact néfaste que pourrait avoir le télétravail sur l'environnement, que ce soit par un effet rebond sur les mobilités de loisirs, sur les mobilités de loisirs ou par l'étalement urbain. Dans quelle mesure c'est pris en compte par les politiques publiques? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous savez? Voilà. Merci. Une question, une autre question? Bonsoir. En fait, j'avais une question, enfin même 2 questions par rapport à ce que vous avez développé par rapport à ce monde d'après. Est-ce que concrètement, suite à cette pénurie que vous avez évoquée, que ce soit les masques ou par exemple ces ciels qui se sont retrouvés sans avion,
sans avion cargo. Concrètement, est-ce que l'on peut réenvisager à moyen terme une volonté de réindustrialiser, en particulier dans l'Union européenne? Et également un autre aspect qui me semble aussi important, c'est ces problèmes d'approvisionnement. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir une politique incitative en matière, je dirais, de production en circuit court, en particulier pour l'agriculture et ce genre de domaine? Et si, je dirais, voilà, cette crise ne va pas pousser un peu nos dirigeants à réfléchir en ce sens? Merci. Merci beaucoup. On va peut-être en prendre une troisième et ensuite on reviendra parce qu'il y en a d'autres. Une troisième question et puis on commence à répondre. Bonsoir. Du coup, je rebondis un peu sur l'agriculture. C'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas trop entendu finalement lors de toute cette crise, j'ai l'impression en tout cas. Et je me demandais, il va y avoir quand même beaucoup de changements qui vont arriver dans l'agriculture puisque la moyenne d'âge des agriculteurs est quand même extrêmement élevée, plus de 50 ans. Et qu'est-ce qui va se passer là dans les 10 prochaines années? Notamment, on parlait du foncier. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un gros enjeu, notamment pour les chambres d'agriculture, de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la transmission, tout simplement. Et c'est quand même un enjeu aussi pour nous, finalement, de pouvoir être indépendants aussi sur ce domaine. Voilà. Merci beaucoup. On commence à répondre. Peut-être je peux réagir sur la question sur les relocalisations. C'est une des grandes conséquences possibles qui serait une conséquence finalement peut-être heureuse, même si c'est difficile de le dire si vite, de cette crise. La relocalisation, puisque ça raccourcit les distances, ça rapatrie de l'activité. Après, nous, on a fait une série de notes à la Fondation là-dessus, tout est en ligne pour qui veut les lire. On a fait une série de notes sur ce sujet. Pour un pays comme la France, les entreprises peuvent décider de rapatrier, mais ça a une conséquence, c'est quand elles rapatrient, elles vont continuer, et c'est bien normal, à rémunérer les salariés selon les critères français, heureusement. Donc il y a un effet immédiat par rapport à la délocalisation, c'est la hausse des prix. Et lorsqu'il s'agit de prix de la santé, ça a un effet sur la Sécu. Lorsqu'il s'agit de prix à la consommation dans d'autres domaines, ça a un effet sur le pouvoir d'achat. Et donc là, c'est difficile de ne compter que sur les entreprises. Il y a aussi sans doute un rôle majeur à jouer par le législateur, par l'État, par la réglementation, par la politique fiscale, pour compenser en partie au moins les effets de surcoût liés au rapatriement, compte tenu des différences de rémunération qu'il y a entre un pays comme la France et un pays comme la Chine. Alors sur les impacts écologiques du télétravail, mais je n'ai rien, j'ai pas de données spécifiques ou d'enquêtes spécifiques à cibler. Juste aujourd'hui, on sait comme qu'il y a un enjeu, enfin un effet direct et 2 effets indirects. Donc aujourd'hui, je n'ai pas lu de données équilibrées sur le sujet, ou en tout cas très renseignées, mais je sais que beaucoup y travaillent. Le premier effet direct, c'est évidemment l'augmentation de l'utilisation du numérique. Or, on sait que les industries du numérique sont quand même, ou que l'utilisation du numérique est très producteur en CO2. Et donc, on a quand même un impact direct de l'augmentation du télétravail. Pour vous donner une idée, dans l'Union européenne, aujourd'hui, on a à la fois une augmentation du nombre de télétravailleurs et du nombre de jours télétravaillés. Donc, on est plutôt sur une moyenne européenne qui est à 2 jours et demi, avec un nombre de télétravailleurs qui augmente. C'est plutôt le nombre de télétravailleurs qui augmente d'ailleurs que le nombre de jours télétravaillés. Par exemple, pour des pays comme la Suède ou le Royaume-Uni qui télétravaillaient déjà pas mal, ils vont rester pour l'instant à 2 jours et demi. Donc on ne voit pas tellement une augmentation du nombre, mais évidemment du nombre de télétravailleurs. Plus il y a de télétravailleurs, plus évidemment l'impact en matière de CO2 est important. Donc il y a effectivement cet impact-là. Et ensuite, on peut parler des entreprises qui aident à la décarbonation, etc. Mais je pense que là, c'est aussi un peu un sujet compliqué pour les entreprises de pouvoir avoir un droit à polluer puisqu'il y a une décarbonation possible, enfin, en tout cas une compensation, pas une décarbonation. Donc il y a cet enjeu direct, enfin cet effet direct-là, et les 2 effets plus indirects, c'est la baisse qu'on voit quand même d'utilisation dans les transports individuels et notamment la voiture, qui s'accompagne, mais un peu du télétravail. Et le deuxième effet indirect, c'est sur les enjeux urbains, où on voit effectivement, mais Dominique l'évoquait tout à l'heure, de voir quand même une démétropolisation qui s'accompagne
quand même, qui va vers la même dynamique que l'étalement urbain, et aussi une augmentation de l'immobilier dans des endroits où ce n'était pas le cas auparavant. Donc on n'est pas tout à fait là dans le registre climatique, mais quand même, on voit qu'au moins ces trois effets-là ont des impacts environnementaux forts, à la fois en aménagement urbain, sur la question des transports, peut-être un effet un peu positif, et en tout cas le premier, un aspect négatif. Donc sur ces trois effets directs et indirects, on en a au moins deux qui auront des impacts négatifs sur la question environnementale. Donc effectivement, le télétravail aujourd'hui n'est pas beaucoup plus vertueux que le travail au bureau, en tout cas sur ses effets indirects. Je confirme ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas d'étude aujourd'hui complète et cohérente sur le bilan écologique du télétravail. Et ça viendra, il y en aura, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Mon sentiment, voilà, comme ça, un peu au doigt mouillé, c'est que beaucoup dépend des modalités précises de ce télétravail. En particulier, est-ce que ce télétravail aboutit à une réduction ou non de la surface occupée de bureaux par l'entreprise? Est-ce que l'entreprise veille, et moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des dispositifs sur lesquels elle puisse veiller plus qu'aujourd'hui, veille à ce que ses salariés n'habitent pas trop loin, ou à l'inverse, est-ce que l'implantation des entreprises ne devrait pas un peu plus dépendre de l'endroit où elle trouve ses salariés? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui méritent, je pense, une réflexion d'ensemble si on veut que ce soit utile sur le plan écologique, ce qui n'est pas aujourd'hui totalement garanti, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur l'agriculture, moi je voudrais dire un mot, et un peu dans la même logique que Dominique Régnier sur l'industrie, c'est-à-dire que je pense que le virage de la qualité, qu'on l'appelle bio, etc., en gros, le virage de la qualité est absolument indispensable et qu'il doit permettre normalement, à un moment donné, d'inverser la tendance à l'agrandissement permanent des exploitations et permettre, tout en permettant évidemment aux agriculteurs de vivre tout à fait correctement de leur travail. Mais pour ça, c'est un peu la même logique que sur le rapprochement industriel, c'est que ça débouche sur des prix plus élevés. Et que là aussi, je pense qu'il y a nécessité que l'État mette en place quelques dispositifs pour permettre aux personnes défavorisées à bas revenus de pouvoir consommer des produits de qualité dans des conditions économiques satisfaisantes. Nous, on a par exemple à la Fabrique écologique imaginé une carte de fidélité et de solidarité écologique. Je pourrais vous expliquer en un quart d'heure, donc je ne le ferai pas ici, comment ça marche. Mais ce n'est pas si coûteux que ça. Et ça peut permettre, en effet, au-delà d'un chèque alimentaire qui d'ailleurs n'est toujours pas mis en place et qui ne porterait que sur un moment précis, mais qui permettrait qu'il y ait une vraie dynamique en faveur de la consommation de produits propres ou de produits de qualité. Voilà, mais je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut imaginer si on veut en effet que ça réussisse, parce que sinon, en effet, on risque de tomber très vite sur des contradictions fortes. Merci beaucoup. On va reprendre une série de questions. Toi, tu dois y aller. Non, du tout. Mais merci beaucoup, en tout cas, Dominique. Merci infiniment. On va prendre. Merci beaucoup. On va prendre juste une dernière. On va prendre une dernière série de questions. Il y avait deux mains qui s'étaient levées tout à l'heure. Une là et une là. Voilà, il y a deux questions là. OK. Une là et une là. Bonsoir. Vous avez évoqué deux mouvements, le mouvement de l'externalisation possible, du télétravail, du coup, et aussi de la relocalisation des industries, donc qui devrait mener à une hausse des prix, mais à plus long terme, par rapport notamment à l'automatisation. Et du coup, plus faible intensité, enfin une plus faible utilisation du travail dans ces processus productifs. Est-ce qu'à long terme, on peut voir des mutations sectorielles, en tout cas, du coup, une industrialisation peut-être en France ou dans d'autres pays
avancée aujourd'hui, développée, et du coup une tertiarisation plus poussée au niveau, à un niveau plus global, et peut-être même à une homogénéisation des structures du secteur de production et les différents pays. Voilà, Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Du coup, j'avais une question pour Sarah Proust. Tout à l'heure, vous parliez des avantages du bureau, notamment égalitaire. Et j'aurais voulu savoir, bien sûr, j'ai cette question parce que c'est plus à un niveau personnel, mais moi, c'est vrai que le télétravail, c'est surtout une question vis-à-vis du trajet. Et j'aurais voulu savoir si justement vous aviez étudié l'impact, que ce soit, parce que j'imagine qu'il y a peut-être un impact écologique vis-à-vis du trajet qui est plutôt positif, et aussi potentiellement un impact social et égalitaire qui est plus fort dans le fait de peut-être pas avoir à faire 8 à 10 heures de trajet par semaine. Et j'aurais juste voulu savoir s'il y avait eu peut-être aussi dans vos études des questions qui avaient été soulevées ou des réponses justement qui avaient été trouvées par rapport à cette question. Voilà. Sur l'impact des trajets, vous le savez, jusqu'à la crise, on n'a pas des chiffres récents, je ne crois pas, mais jusqu'à la crise, les salariés font des trajets de plus en plus longs en distance. C'est un peu moins vrai encore, je crois que c'est encore vrai, qu'ils se fassent des trajets de plus en plus longs en temps. En tout cas, c'est clair qu'ils font des trajets de plus en plus longs en distance. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet social, c'est un sujet écologique, c'est un vrai sujet. Et donc, je crois que c'est tout à fait important, en effet, qu'on arrive à, moi c'est ce que j'appelle la mobilité contrainte, hein, le trajet domicile-travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique publique qui se dise comment on va faire en sorte de diminuer cette mobilité contrainte. Alors, il y a le développement du télétravail, sauf que si le télétravail a pour contrepartie qu'on habite encore plus loin que c'est le cas aujourd'hui, on n'aura pas gagné grand-chose. Et donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité de travailler sur cette idée que autant la mobilité individuelle, il faut la respecter, il faut sans doute changer de mode de transport pour éviter des transports carbonés, mais enfin, il faut la respecter. Autant la mobilité contrainte, on a tout intérêt à avoir des dispositifs pour essayer de la réduire. C'est aussi au niveau des entreprises, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau des collectivités locales. Je passe sur les possibilités, il y en a, on a travaillé sur certaines, mais ça me paraît tout à fait important. Je te laisse répondre sur la... Alors sur la première question, elle est vertigineuse. Alors, je vous donne un sentiment parce que pour l'instant, je ne peux pas donner autre chose et au regard de ce que j'ai lu, vu, entendu, etc., il me semble que d'abord, ce dont on parle, le télétravail, on en parle beaucoup et je ne vais pas m'en plaindre, mais ça concerne quand même en France et en Europe, non pas une minorité de salariés, parce que je pense qu'au fond, la plupart des métiers de bureau sont télétravaillables, mais ça concerne quand même une minorité des gens et surtout, ça concerne une minorité des métiers. Donc, je pense qu'il faut quand même parler de choses. Enfin, le télétravail est en fait une transformation actuelle importante du travail, mais je ne crois pas à un modèle je crois plus à un effet de mode en réalité qu'à une évolution extrêmement durable pour quelques raisons. D'abord parce que les plus jeunes ont le plus télétravaillé et c'est ceux qui ont le moins besoin de télétravail, en tout cas le plus besoin de présence dans l'entreprise parce qu'on se forme aussi en regardant les autres. C'est aussi un mode d'organisation qui isole beaucoup. Et donc, je pense que les entreprises, dès le deuxième confinement, d'ailleurs, on l'a vu, alors que les règles étaient à peu près les mêmes, on a quand même vu beaucoup de retours dans les organisations dès le deuxième confinement. On a beaucoup moins télétravaillé au deuxième et encore moins au troisième, ce qui montre quand même que pour beaucoup de métiers et beaucoup de générations au travail, le retour au bureau a signifié quelque chose d'autre que simplement la socialisation. Et je ne crois pas à une tertiarisation galopante, mais je peux me tromper, en tout cas, je ne la vois pas comme ça. En revanche, je pense que les deux modèles, enfin le grand modèle qui risque de changer, et c'est pour revenir à la question tout à l'heure, c'est l'industrie. Et je pense qu'effectivement, la relocalisation, la réindustrialisation, non pas en France, mais en Europe, et en tout cas une ambition qui est portée aujourd'hui dans l'Union européenne. Et je pense qu'elle va effectivement sur des petits secteurs, et je pense que ça va encore rester un peu de niche. Probablement que le deuxième secteur qui changera beaucoup après la crise, c'est le secteur de l'agriculture, mais je ne suis pas très compétente sur le sujet. En revanche, je ne vois pas les métiers de bureau
changer, ou en tout cas la tertiarisation, changer de manière fondamentale, mis à part cet enjeu du télétravail, sur lequel, à mon sens, pour faire le lien avec la deuxième question, aujourd'hui, alors, pour moi, le télétravail, c'est pas l'enfer et c'est pas le paradis, au fond. C'est ni l'un ni l'autre, c'est une nouvelle organisation du travail qu'il faut pouvoir réguler parce qu'elle a beaucoup d'inconvénients, beaucoup d'avantages. Quand je parlais du bureau comme lieu de relative égalité, c'est que dans le même lieu, que l'on soit en gros secrétaire, patron, assistant, employé, on va au même endroit, on est dans la même cantine et on a non pas les mêmes bureaux, ça c'est sûr, mais à peu près les mêmes outils de travail. Donc je pense que ce lieu-là, c'est un lieu où on arrive très différent, mais où on est dans un même espace qui, évidemment, en lui-même est un espace de segmentation sociale, ça c'est sûr. En revanche, puisque le télétravail aujourd'hui est un télétravail à domicile, là les inégalités sont extrêmement fortes, puisqu'on l'a tous vu. Travailler chez soi quand on a une pièce pour travailler ou pas, c'est pas du tout pareil. Quand on a des enfants ou pas, alors maintenant ils sont à l'école, mais voilà, c'était pas du tout pareil. Donc le télétravail, quand il est à domicile, il est profondément inégalitaire parce qu'il s'appuie sur les conditions individuelles. Donc le bureau en soi est relativement égalitaire, hein. Je ne dis pas que le bureau est égalitaire, mais c'est le fait de aujourd'hui associer autant le travail dans ce lieu relativement égalitaire qu'à domicile où c'est très inégalitaire, qu'il y a à mon sens une régulation à penser. Et effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup d'avantages au télétravail. Il y a évidemment un avantage en termes de temps de transport, il y a évidemment un avantage de pouvoir être un peu plus souple dans l'organisation de sa vie quotidienne. Mais ce que j'ai constaté aussi, moi qui étais une très pro-télétravail, c'est qu'au fond, on a vu des effets report ou des effets pervers du télétravail. Avec, je vous donne un exemple, beaucoup de salariés m'ont dit, alors moi, mon patron, il a été encore plus contrôlant qu'il n'était déjà au bureau. C'est-à-dire qu'on est passé de une réunion tous les 2 jours à 2 réunions par jour, une le matin ou une le soir, qui n'était pas forcément malveillant de la part du manager, mais qui était aussi un moyen de dire j'ai besoin d'être avec les gens pour pouvoir contrôler le travail. Donc je pense qu'à tout le moins, sur le travail, en tout cas le travail dans les entreprises et dans les administrations, un renouveau des pratiques managériales serait à tout le moins un effet bénéfique de cette crise. Donc voilà, donc pour répondre aux 2 questions, je ne crois pas à une transformation si profonde du travail, même si on l'a beaucoup dit. Donc je ne crois pas beaucoup au monde d'après dans le travail. Je crois au monde d'après sur l'industrie, probablement sur l'agriculture certainement, et sur les effets pervers du télétravail. Moi, j'en appelle juste à sa régulation, parce que je pense qu'on va avoir au moins quelques années de mise en place du télétravail, et je crois qu'il faut le réguler à la fois pour la performance de l'entreprise et pour le confort des salariés. Merci infiniment. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup aux intervenants et merci à vous tous.